Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 225. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Si vous suivez régulièrement ce podcast, vous le savez, je suis une aficionados des emails. Pour moi, l'emailing, c'est l'une des stratégies marketing les moins utilisées et pourtant, c'est l'une des plus efficaces. Nous devrions toutes et tous avoir une base email forte, engagée et en croissance. Facile à dire, moins facile à faire. L'une des grosses difficultés, c'est de toujours intéresser ses lecteurs pour qu'ils ouvrent nos emails, qu'ils les lisent et puis qu'ils cliquent sur nos liens. C'est quand même bien pour ça qu'on envoie des emails. Alors comment est-ce qu'on fait quand nos abonnés, ils ne sont pas particulièrement actifs, quand ils n'en ont pas grand-chose à faire de nos emails, quand franchement on a l'impression de travailler pour rien? Commencez par écouter cet épisode. J'ai trouvé la personne qui va vous redonner le sourire. Il s'agit de Céline Bokobza, la boss du CRM de l'agence Avent Media. Céline maîtrise tous les codes de l'emailing et c'est une pro pour transformer une base email inactive en une base qui dépote. Je vous propose d'accueillir tout de suite Céline Bokobza. Bonjour Céline, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ravie de t'accueillir aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est un de mes sujets favoris. On va parler d'emailing parce que l'emailing c'est l'un des médias à mon sens les plus importants, les plus intéressants, qui convertissent le mieux et bizarrement bien souvent qui est le moins travaillé ou peut-être le moins bien travaillé, je sais pas comment on doit dire. Et toi tu as plein de choses à nous raconter sur l'emailing, tu vas nous dire ça dans 2 minutes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Céline, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Bien sûr, alors je suis Céline Bokobza, je suis en charge du CRM et de l'expérience client au sein de l'agence Avent Media Group qui appartient au groupe All-in. J'y suis depuis 3 ans et demi maintenant et par le passé j'ai fait toute ma carrière, donc j'ai plus de 20 ans maintenant d'expérience, ce qui me rajeunit pas, dans tout ce qui est expérience client, e-commerce, CRM, connaissance client également. J'ai démarré chez Procter & Gamble en sortant de l'école, complètement par hasard dans la data. J'ai basculé dans le monde obscur de la data à un moment où c'était pas vraiment connu. C'est un peu l'équivalent de l'ITA aujourd'hui. Je suis arrivée dans la data, on m'a dit voilà, toi tu sors d'école, tu vas t'occuper de bases de données et de bébés pour Pampers. Je connaissais rien au bébé et encore moins à la data. J'avais pas du tout fait mes stages dans ce secteur-là. Et j'ai adoré. J'ai appris à aimer, j'aimais déjà beaucoup les chiffres, mais j'ai appris à aimer les grands nombres, les insights, faire parler les chiffres. Et donc je suis restée chez Procter pendant 7 ans et demi à m'occuper de programmes de fidélité variés, divers, à lancer des programmes digitaux, des programmes multicanaux, de calculer les ROI de différents programmes de fidélité. Et puis ensuite, je suis partie chez LVMH pour faire plus ou moins la même chose, mais dans l'ultra-luxe. Donc, j'avais géré des grandes quantités de données pour des très larges populations et je me suis retrouvée à gérer des plus petites populations, mais de manière très granulaire pour de l'expérience client, pour une très jolie marque du groupe LVMH qui s'appelle Guerlain. Et donc mettre en place toute la politique d'omnicanalité, de mise en place d'un programme cross-canal, de collecte de données, de déduplication de contacts, de création de programmes omnichannel, etc. Donc j'avais une vision à la fois de la big data, une vision au contraire de l'expérience client, et tout ça s'est mis un peu en synthèse aujourd'hui au sein de l'agence pour mes clients chez Avent Media. Où en fait tu fais parler les chiffres pour pouvoir améliorer l'expérience client et que concrètement ça ait un impact, finalement c'est ça. Exactement, enfin en tout cas j'espère.
C'est le but. Écoute, j'adore cette idée. Alors moi, je suis pas une grande aficionados des chiffres, mais j'aime beaucoup cette idée de savoir justement utiliser les chiffres à bon escient dans le concret et de vraiment revenir sur du concret, sur des choses qui touchent directement nos clients et qui touchent directement nos marques. Et quand on a discuté ensemble pour préparer cet épisode, tu m'as parlé d'un travail que vous avez fait pour Raven et qui, moi, quand tu m'as sorti les chiffres, quand bien même les chiffres, c'est pas mon truc, là pour le coup, j'ai dit waouh, attends, il faut que tu m'expliques exactement ce qui s'est passé. C'est le cas Aven, en tout cas c'est le travail que vous avez fait pour Aven, où vous avez retravaillé finalement toute leur stratégie, notamment emailing. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous dire déjà de quoi vous êtes parti, c'était quoi le constat de départ? Alors, on a été briefé dans le cadre d'un appel d'offres par Pierre Fabre, donc le groupe Pierre Fabre. Aven fait partie du groupe Pierre Fabre. C'est l'une de ses marques phares qui nous a briefé et ils partaient du constat que leur base de données manquait d'engagement. Ils avaient près de 80% de leur base de données qui était inactive, donc qui n'ouvraient plus, qui ne cliquaient plus sur leurs messages. Et parmi les actifs, il y avait très peu d'ouvreurs et de cliqueurs. Donc ils se sont dit qu'ils avaient un problème inhérent à leur base. Ils nous ont briefé en disant qu'est-ce que vous feriez? Ils nous ont briefé comme d'autres agences. Nous, ce qu'on a fait, on a commencé, ce que j'ai l'habitude de faire par ouvrir le capot et de manière un peu pragmatique, comme tu le disais, de commencer à regarder les chiffres et à m'abonner et à recevoir des newsletters, parce qu'on parle beaucoup d'emailing, et à regarder ce que je recevais, regarder le tone of voice, comment le message était construit, quels étaient les objets. On était au sortir du Covid, c'était un contexte assez anxiogène, les gens avaient besoin de s'évader, de renouveau, et on était sur des messages assez anxiogènes, où on voyait, pour montrer l'expertise de la marque, qui est une marque extrêmement experte, on voyait des plaies en gros plan, on voyait des choses un peu angoissantes. Et donc notre recours et notre parti pris, ça a été de complètement retravailler cette façon de prendre la parole auprès des consommateurs et d'être beaucoup plus léger dans l'air du temps. Donc on est parti d'insight, mais plutôt marché, de se dire on sort du Covid, on a besoin d'un peu plus de légèreté. Donc il y a des choses un peu sociales, un peu macro, un peu sociologiques qu'on a prises en compte. Et puis on a aussi regardé de manière très terre à terre les taux d'ouverture, les taux de clics, ce qui intéressait les gens. Et on s'est rendu compte que Aven parlait de manière très experte, ce qui était juste et noble, mais qu'on pouvait parler aussi de manière un peu plus proche du consommateur. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années. De par ma formation, de par ce que j'ai pu faire, je viens d'un grand groupe où le motto c'était Consumer is Boss. Donc l'idée c'était vraiment de partir du consommateur et de se dire qu'est-ce que le consommateur souhaiterait recevoir. Pour moi c'est très important de me dire que les marques ont un message à passer, mais au-delà de ce message, on peut le faire passer de manière très variée. Et ça, c'est souvent très difficile d'expliquer ça à nos clients et à nos marques, de dire oui, on sait que vous voulez expliquer quelle est la technologie, quels sont les actifs, quels sont les pourcentages d'efficacité. Maintenant, le consommateur, lui, il a besoin d'être séduit, de comprendre, mais en partant de son besoin. Et donc, on a travaillé leur stratégie en reprenant complètement la main, en passant d'un mode très expert à un mode beaucoup plus complice et orienté solution. On venait plus avec un problème, vous n'avez pas de l'eczéma, mais vous avez des produits qui permettent de réduire l'eczéma. Vous n'avez plus une peau extrêmement sèche et atopique, vous aviez au contraire des solutions pour avoir la peau moins atopique tout en étant belle, lumineuse, etc., etc. Je te coupe une seconde, Céline, parce que tu dis des choses, pour moi là tu dis deux choses qui sont absolument fondamentales, et alors je suis 100% d'accord avec toi, je n'arrête pas de le répéter dans mes formations. Là tu vois, j'ai bientôt une formation sur le persona qui va sortir. Le persona, c'est ma marotte, j'en parle tout le temps. Le persona, qu'est-ce que c'est? C'est de repartir du consommateur. Donc quand tu me dis c'est consumer first, on est complètement dedans et je suis 100% d'accord avec toi. Et il y a un élément que tu as précisé qui est complètement dans cette histoire avec Aven, c'est de dire, toi en tant que marque, en tant que fournisseur de services, peu importe, tu sais quels sont les mots justes. Et Aven, qui est une marque qui est vraiment presque scientifique, qui vient regarder des problématiques sous l'angle scientifique parce que c'est les mots justes. Quand on fait de l'eczéma, qu'on a une peau atopique, voilà, il y a certains éléments qui... Mais en fait, finalement, presque on s'en fiche. Ce qui est important, c'est pas les mots justes, techniques, qui sont utilisés quand on connaît le marché. Ce qui est important, c'est les mots qu'utilise
le consommateur. Et si le consommateur, par exemple, le mot peau atopique, c'est pas du tout ce qu'il raconte, mais il dit non, mais j'ai la peau sèche, il faut utiliser j'ai la peau sèche, pas j'ai une peau atopique. Et se mettre comme ça à la place du consommateur, pour moi, c'est vraiment l'un des éléments clés qui fait qu'on va pouvoir avoir le bon discours, le bon élément à mettre en avant. Et un deuxième élément dont tu parles dans cette histoire de tone of voice que vous avez vraiment totalement retravaillé, et je trouve ça extrêmement intéressant, c'est de dire il va falloir rajouter de l'émotion. D'être scientifique et technique, ça peut être intéressant, et pourquoi pas, d'ailleurs ça peut être un positionnement, mais là si on parle à des consommateurs, mettons-nous à leur place et qu'est-ce qu'ils veulent, et peut-être qu'il faut leur rajouter un peu d'expérience, d'émotion, de vécu, de sentiment. C'est ça finalement qui fait réagir. Exactement, et de proximité. Dans le cas d'Aven, qui était une marque très scientifique, l'idée c'est de rajouter un peu de proximité et on leur a créé un rendez-vous qui est en début de mois. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse, qui s'appelle En coulisses. Et ce rendez-vous est extrêmement suivi. On l'a installé en janvier l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant qu'il existe. Et en début de mois, on va présenter des personnes qui travaillent au sein de la marque. Donc on va présenter des chefs de produits, on va présenter des experts scientifiques, on va présenter le directeur de la marque, qui vont expliquer quels sont les produits qu'ils aiment, comment ils s'y prennent pour lancer un nouveau produit, quels sont leurs challenges, quelles sont leurs difficultés. Et ça plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'on présente la marque de manière différente. Ça n'enlève rien à sa crédibilité, ça n'enlève rien à l'expertise des produits, mais ça permet de rajouter un peu de proximité et du coup de se mettre à la place du consommateur qui lui a envie de savoir en fait qu'est-ce qu'il y a derrière son produit vendu en pharmacie ou en parapharmacie. Il y a des vrais gens. Mais j'adore cette histoire. En fait, vous avez repris le système du réseau social, mais appliqué directement à une marque. Le réseau social, qu'est-ce que c'est ? C'est juste, on est un peu tous, faut se le dire, on est un petit peu tous voyeurs, gentiment, mais quand même un petit peu tous voyeurs. Si on regarde Instagram, ce qui se passe chez des gens qu'on ne connaît absolument pas, c'est parce que quelque part, on aime bien savoir ce qui se passe. Et là, en fait, ce que vous faites, c'est vous appliquez ce système-là, mais à la marque, alors qu'on a souvent tendance à se dire, non mais tout le monde s'en fiche de savoir quel est le produit préféré du chef de produit et pourquoi est-ce que c'est difficile de lancer une nouvelle crème de jour. Et en fait, ce que tu dis, c'est que non, finalement, les consommateurs de la marque, eux, ils aiment bien savoir ce qui se passe dans les coulisses professionnelles, finalement, de la marque. Exactement. Voir ça les passionne parce que ils se disent si la chef de produit adore ce produit-là, c'est qu'il doit avoir quelque chose en plus parce qu'elle le connaît de l'intérieur. Et ça ramène toute une crédibilité additionnelle. C'est pas juste un produit qui est efficace et qui lutte contre tel ou tel besoin, enfin tel ou tel problème, c'est également un produit qui est aimé de l'intérieur. Soit une crème de jour, soit une crème solaire, soit un stick, peu importe, chacun son petit chouchou, mais ça marche très bien. De la même manière, on a mis en place un autre rendez-vous qui s'appelle, en 3e newsletter du mois, le produit chouchou. Et donc ça, pareil, ça fonctionne très bien. On va voir Aven mis en scène et aimé par d'autres gens que les dermatologues, par exemple, ou que des experts. On a eu le cas de Vogue qui plébiscitait l'eau thermale Aven pour les looks des modèles pendant les défilés de mode en disant ça fixait bien le maquillage. Ou on va avoir Hailey Bieber qui a son petit crush quand elle a des boutons. Donc on voit un peu le côté, on sort la marque de son secteur, on l'imagine vraiment experte, et on l'amène sur d'autres sentiers. Ce qui veut pas dire qu'on la galvaude, la marque Aven reste une marque dermatologique, mais on lui amène un petit twist, un petit truc en plus qui fait qu'elle est suivie parce que rendez-vous après rendez-vous, les consommateurs qui étaient abonnés se sont mis à ouvrir, à suivre, à cliquer. Ça recrée de l'engagement et aujourd'hui, la newsletter Aven, elle est extrêmement lue, extrêmement suivie et le taux d'ouverture est très bon. Est-ce je sais plus si on a le droit de dire les chiffres ou pas, mais de mémoire, c'était un taux, moi, qui m'avait fait complètement, qui m'avait véritablement surprise. Alors, je suis pas sûre qu'on puisse donner tous les chiffres, mais on peut dire que on est à plus d'un consommateur sur 2 qui ouvre la newsletter à chaque coup, et c'est des taux d'ouverture uniques. Sachant qu'il y a beaucoup de lecteurs. Plus on a de personnes inscrites à une newsletter, évidemment, plus les taux vont être amenés à baisser, parce que quand on a 3 personnes, qu'on a sa voisine, son petit ami ou sa petite amie et le copain, évidemment, on a des bons taux d'ouverture. Dès lors qu'on a beaucoup de gens, plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, etc., de personnes inscrites, les taux sont amenés à baisser. Plus de 50%, c'est un excellent taux, surtout pour une marque, parce que, évidemment, une marque, on a tendance à croire, et c'est
ça, je trouve, qui est intéressant dans ce que tu proposes, Céline. Une marque, on a tendance à se dire, bon, bah, elle va m'envoyer des messages pour me vendre des trucs. Et finalement, là, ce que vous avez proposé, c'est une nouvelle façon de parler et de ne pas faire que finalement parler de vente de produits, mais de montrer un petit peu ce qui se passe. Et tu disais de faire sortir la marque de la seule marque, ou alors montrer les coulisses de la marque. Et tout ça, ça participe effectivement à ce meilleur taux d'ouverture. Exactement. Alors évidemment qu'on met en avant les produits. On peut pas accompagner une marque sans mettre en avant ses produits, mais on a décidé de les mettre en avant un peu différemment. Et donc ça, c'est le cas d'Aven, mais on accompagne de nombreuses autres marques où on a les mêmes partis pris de présenter la marque, la faire aimer, et ça c'est vraiment très important et ça nous tient à cœur de faire aimer de la marque, de créer de la préférence de marque et de se dire que le jour où on arrive avec un nouveau produit, un nouvel actif, un nouveau bénéfice, eh ben il sera mieux écouté et mieux perçu parce qu'on aura créé cette préférence et cette proximité avec la marque. C'est ce côté finalement confiance qu'on crée aussi quand on parle souvent, on parle beaucoup de personal branding, mais c'est exactement la même chose. C'est avant de vendre quoi que ce soit, faut que les gens nous aiment bien et aient confiance en nous. Et ben c'est exactement la même chose avec une marque. Finalement, il n'y a pas de différence. La marque, c'est une personnification finalement. Certes, c'est une marque en soi, différents produits, etc. Mais on la voit comme une personne dès lors que, on l'apprécie, qu'on lui fait confiance et que du coup, on est prêt à l'écouter. Finalement, c'est ça. Exactement. Et c'est des choses qu'on a faites dans d'autres secteurs d'activité. Donc là, évidemment, c'est sur une marque forte. On l'a fait également avec des distributeurs. On accompagne les comptoirs de la bio, qui est une enseigne française de bio. Et de la même manière, on a réussi à créer des rendez-vous plusieurs fois par mois, avec un tone of voice un peu décalé, avec des jeux de mots autour des produits de saison pour créer de la préférence de marque en se disant manger bio et bon, c'est possible, manger de saison, c'est possible, mais sans culpabiliser les gens. Ça, c'est toujours aussi quelque chose d'important pour moi, c'est que le consommateur, on n'arrive pas de manière anxiogène, on n'arrive pas pour lui dire ce que tu fais, c'est mal. Non, ce qu'il fait, c'est déjà très bien, et on va l'aider à faire encore mieux. Donc, dans le cas des comptoirs de la bio, on va leur amener des solutions pour manger bio de saison, en leur disant en début de mois quels sont les produits du mois, comment les cuisiner rapidement, bien, et toujours en faisant des jeux de mots, des choses un peu sympathiques pour filer des métaphores. Quand c'est le début de l'année, on va leur souhaiter que tous leurs vœux se réalisent, etc., etc. On va faire des jeux assez sympas, qui sont attendus. Et quand ils font des baromètres 2 fois par an et qu'ils mesurent différents items, ils se sont rendus compte que la newsletter avait permis de créer de la proximité et de la préférence de marque. Et qu'ils sont bien au-delà de leurs concurrents sur la préférence de marque, la proximité de l'enseigne, parce qu'on avait notamment créé ce lien 2 fois par mois, des rendez-vous avec des petits jeux de mots, de la simplicité, de l'aide au choix, des recettes faciles à faire rapidement en famille. Et donc tout ça, on l'a mis en place sur 3 années et ça a bien fonctionné. Donc on voit que c'est aussi des choses qui se mettent en place dans le temps. Faut pas espérer que en une newsletter on change tout. Ah ben merci de le dire parce que je pense que c'est vraiment important de dire ça, surtout qu'on est dans une société où on aime bien toutes et tous que les choses aillent vite. Sauf qu'en marketing, tout ne va pas vite. Il y a des stratégies qui peuvent aller vite, être rapides, être immédiates, mais l'emailing, c'est du travail de fond. De toute façon, dès lors qu'on est en train de travailler, à mon sens, de l'image de marque, de la préférence de marque, de la confiance, de la crédibilité, c'est un travail de long terme parce que la confiance, ça se crée pas en 2 jours, que ce soit pour une marque, une personne, peu importe, c'est un petit peu la même chose. Quand je t'entends, tu vois, parler de tone of voice, tiens, on va parler différemment, on va parler plus finalement comme une personne parlerait et pas se mettre à la place d'une marque seulement. Tu vois, la question que je me pose et qui se pose effectivement souvent en marketing, c'est mais d'accord, mais en fait, là, tu me dis qu'on fait un baromètre 2 fois par an. Comment je fais pour être sûre de pas me louper ? Sûr, je sais pas si on n'est jamais sûr en marketing, mais comment je fais pour me dire que je vais dans le bon sens et que je suis pas en train de partir du mauvais côté si je travaille pendant 6 mois et que pendant 6 mois après, je me rends compte que vraiment je suis allée dans le mauvais sens, ça va être un problème. Comment est-ce que vous travaillez, vous, pour vous assurer de partir du bon côté ? Alors, on peut pas avoir la garantie qu'on part du bon côté, évidemment, mais on teste beaucoup. On fait beaucoup d'A/B tests. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? On va découper notre cible en plusieurs groupes. On va tester des jours d'envoi, des dates d'envoi, des messages, des boutons d'action au sein des newsletters, des objets, et on va comparer. Et on va se dire, ok, est-ce que ça marche mieux avec, par exemple, si je prends un objet, avec une question ou avec un mode affirmatif. Si je mets la personnalisation du prénom dans l'objet par rapport à ne pas la mettre avec toute chose étant égale par ailleurs, qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Et donc,
L'idée, c'est vraiment de tester de manière itérative et de relever les compteurs après chaque envoi. Ne pas attendre 6 mois pour regarder les chiffres, surtout pas. Il faut les regarder comme le lait sur le feu, il faut être très vigilant, il faut les suivre au quotidien pour éviter justement ce grand écart de dire « Ok, je me retourne dans 6 mois et je me rends compte que ma stratégie, elle a pas du tout été gagnante. » Parce qu'en fait, c'est des progrès au quotidien, c'est exactement comme un enfant. Alors, je sais pas toi Estelle, mais moi j'ai un fils. Je l'abandonne pas jusqu'à son prochain bulletin. Je regarde au quotidien les notes et s'il y a un problème, il faut intervenir régulièrement. Faut pas attendre qu'il y ait un drame. Donc, c'est exactement la même chose. C'est logique ce que tu dis. C'est plus facile de changer les choses quand on est au début du chemin que quand vraiment on a avancé. Et aussi, tu vois, en creux, ce que j'entends, c'est et surtout en digital, les petites améliorations font les grosses améliorations. C'est-à-dire que, on le sait en digital, la moindre excuse est bonne pour partir. On perd des utilisateurs en 2 secondes parce que y a un clic de trop, parce que c'est pas le bon mot, on n'a pas bien compris et on perd des personnes. Donc le moindre petit changement, et des fois on se dit non mais attends, de mettre le bouton en rose ou en violet, finalement qu'est-ce que ça va changer? Et peut-être que si ça change un tout petit peu, mais ce tout petit peu, plus ce tout petit peu, plus ce tout petit peu font des boules de neige. Donc je trouve ça super intéressant ce que tu dis de dire on fait des A/B tests, on en fait très régulièrement et on regarde les chiffres immédiatement. On n'attend pas d'avoir des grandes statistiques finalement sur le long terme. On regarde toutes ces petites choses et c'est cette cumulation de petites choses qui font qu'on va avancer, j'imagine. Exactement. Par contre, si j'ai un conseil à donner aux gens qui te suivent, c'est vraiment de tester un paramètre par un paramètre. Surtout pas plusieurs, sinon ils n'arriveront pas à identifier qu'est-ce qui a fait la différence. Donc nous, ce qu'on a beaucoup fait, c'est un plan de test. Donc on valide toujours avec nos clients de dire voilà, à ce moment-là, on va tester le jour d'envoi, à ce moment-là, on va tester l'heure d'envoi, à ce moment-là, on va tester l'objet, etc. Mais une seule chose à la fois. Mais on était très clair sur tout ce qu'on voulait tester. Et d'une marque à l'autre, les résultats seront jamais les mêmes. Ce qui marche avec l'un ne marche pas avec l'autre. Donc il faut à chaque fois repartir dans un plan de test différent. Ouais, et c'est intéressant, effectivement, tu testes une chose à la fois, parce que si t'en mets 2, tu te dis, c'est bien, je vais tester plusieurs choses, mais finalement, tu sauras pas ce qui a fait changer la donne. Donc, même si c'est que forme affirmative ou forme interrogative sur le titre, il faut tester que ça sur un email. Alors peut-être il faut parfois, selon l'importance de l'item, le tester sur plusieurs emails, sur une période plus ou moins longue, bien etc. sûr. Parce que on veut avoir un petit peu des stats, bien sûr, mais un seul à la fois, ça c'est vraiment la règle, sinon ça sert à rien de tester, hein, ça reste du pifomètre. Exactement. Du coup, il faut accepter de prendre son temps. Il faut accepter de se dire qu'on peut pas tout changer d'un coup. De la même manière, un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la qualification des bases de données. C'est bien beau d'avoir des emails, mais c'est important de savoir qui sont derrière ces emails-là. Donc de qualifier, de récupérer le nom, le prénom, la date de naissance si c'est nécessaire en fonction du secteur, la géolocalisation, les préférences en fonction de la marque, les goûts, parce que derrière, la marque pourra aller bien plus loin et pourra personnaliser ses emailings. Mais ça, encore une fois, ça prend du temps. C'est pas instantané de récupérer toutes ces informations-là. Exactement, tu vas pas donner un questionnaire à la personne qui arrive sur ta base email en demandant 20 questions et donnez-moi toutes vos informations sur vous. Personne ne répondra, c'est ultra intrusif. En revanche, selon la façon dont la personne va agir et parfois peut-être une petite question que vous posez, on va réussir à avoir finalement pas mal d'informations. Est-ce que, c'est une question un petit peu bête que je pose, mais je la pose quand même, est-ce que vous utilisez cette qualification pour envoyer des mails spécifiques à différentes personnes et ne pas envoyer les mêmes mails à tout le monde? Oui, tout à fait. Alors dans le cas de nos différents clients, il y a toujours des messages qui sont envoyés à tout le monde. Les grands lancements, les innovations, les rendez-vous. Donc ça c'est... Ou les marronniers, ça va être Noël, ça va être la fête des mères, etc. Ça va être envoyé à tout le monde. Maintenant, si on prend le cas d'Aven, mon grand dada, c'était de qualifier sur le type de peau et sur les dates de naissance. Mais demain, vous auriez une marque capillaire, ça serait sur le type de cheveux que vous pouvez avoir, pour ensuite envoyer le bon message à la bonne personne. Toujours pour donner un exemple, si on est dans le capillaire, si moi j'ai les cheveux colorés et qu'une personne n'a pas les cheveux colorés, on va pas être intéressé par les mêmes messages. Si moi j'ai les cheveux fins et qu'une personne a les cheveux très bouclés, on va pas être intéressé par les mêmes messages. Et ça sert à rien de m'envoyer un message pour dompter mes cheveux, ma crinière indomptable, si j'ai les cheveux ultra fins. Ça fonctionnera pas. Donc je vais pas ouvrir, donc je vais pas cliquer et je vais me lasser. A contrario, quelqu'un qui va dire qu'il perd ses cheveux sera extrêmement intéressé de recevoir des messages pour les personnes qui perdent leurs cheveux.
Ouais, c'est ça en fait. C'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je pense que il faut segmenter les emails seulement si c'est intéressant. Parce qu'on entend tout le temps, mais il faut absolument segmenter, segmenter, segmenter. Moi, je trouve ça formidable de segmenter. Bon, enfin, c'est formidable si on l'utilise. Si on a des produits qui sont spécifiques en fonction de la typologie de personnes. Si on a une gamme de produits large, par exemple, comme c'est le cas pour Aven, ça fait 200% sens. On va mieux parler aux gens, donc les intéresser. Puis en plus, accessoirement, on va pouvoir leur proposer, au moment où on aura des produits à proposer, on va pouvoir leur proposer le produit qui leur convient. Si en revanche, on propose un monoproduit, de segmenter n'est pas nécessairement intéressant. Ça peut l'être, mais sous différentes formes. On va pouvoir des fois segmenter, par exemple, sur la maturité du client. On va avoir des personnes qui ne seront pas prêts ou prêtes à acheter parce qu'ils ont besoin d'un temps d'éducation, de comprendre un certain nombre de choses avant d'être capables d'acheter. Là, c'est intéressant de segmenter selon cette maturité, mais en revanche segmenter pour dire cette personne a 45 ans ou cette personne a 22 ans, bon, fondamentalement, si ça n'apporte rien à la compréhension de la marque, du produit et des éléments qui vont nous amener vers plus de crédibilité, plus de vente, plus de confiance, finalement, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, il faut aussi savoir choisir ses batailles et segmenter à bon escient, je pense. Exactement. Et parfois, si j'ai un autre conseil à donner par rapport à la segmentation et au ciblage, parce que c'est souvent des sujets qui sont très liés, c'est d'accepter de renoncer. Alors, j'ai en tête un exemple d'une marque de mode qu'on a accompagnée, que j'ai accompagnée sur une étude de sa base de données. Et on s'est rendu compte qu'elle envoyait la même newsletter à tout le monde, parce que l'objectif c'était de vendre, donc d'envoyer plusieurs newsletters par semaine, à tout le monde, sans distinction. Et un des premiers sujets, mais qui paraît évident parce que je vais t'en parler, mais c'était pas le cas parce qu'ils étaient dans le rush et dans le quotidien, il y avait peut-être 15 à 20% de leur base de données qui étaient des hommes. C'était une marque 100% féminine. Donc mon premier constat, ça a été de leur dire, mais ces hommes-là, arrêtez de leur écrire 3 fois par semaine. C'est le meilleur moyen de les lasser, de faire en sorte qu'ils soit n'ouvrent plus, soit se désabonnent, alors que si ils ont acheté chez vous et qu'ils se sont abonnés, c'est qu'ils étaient intéressés par un effet cadeau pour acheter, mais concentrez-vous sur les grands rendez-vous. Ça va être peut-être Noël, ça va être la fête des mères, ça va être une date anniversaire d'un premier achat parce que peut-être que leur amoureuse, elle est née à tel moment de l'année, donc il faut leur parler à ce moment-là, mais il faut pas leur écrire 3 fois par semaine. C'est bien trop. Et donc, ce qui est valable pour les hommes, pour une marque de mode féminine, est valable pour plein d'autres items. Oui, et c'est très juste ce que tu dis parce que souvent on se dit non mais attends, segmenter, je comprends le concept, mais enfin après tout j'en sais rien, si ça se trouve, la personne que j'ai pas inclus dans mon email elle va vouloir acheter, etc. Oui, si ça se trouve, il y a peut-être une petite proportion de personnes qu'on va manquer, mais il faut accepter de le faire pour que la majorité soit contente d'être sur notre base d'email et envie d'y rester et ce travail de confiance qui se crée et envie d'acheter le jour où il ou elle est prête à acheter. Donc c'est super important de savoir renoncer, même si on le sait, toutes et tous, moi la première, c'est toujours dur parce qu'on se dit mais et si. Et alors ça m'amène, tu vois, un troisième sujet que je vais absolument discuter avec toi aujourd'hui parce que vraiment, quand tu m'en as parlé, j'étais un petit peu bouche bée. On parle souvent du fait que on a une base de données. On est souvent fiers du nombre de personnes qu'on peut avoir sur sa base email, quel que soit le nombre d'ailleurs. Sauf que bien souvent, en tout cas en emailing, il y a une certaine proportion des personnes qui ne sont pas actives, qui n'ouvrent pas les emails. Tu disais que chez Aven, c'était pour ça qu'ils étaient venus vous voir, ils avaient cette problématique-là. Moi, je dis souvent que, à un moment donné, il faut savoir nettoyer sa base email parce que ça sert à rien de garder sur sa base des gens qui n'ont pas envie d'être là. Accessoirement, ça nous coûte de l'argent aussi puisque de conserver une base email propre, etc., nécessairement, ça a un coût, même si c'est pas forcément énorme, ça a quand même un coût. Donc, autant ne pas les conserver. Mais on se dit tous et toutes, non mais attends, c'est quand même super relou, j'ai mis je sais pas combien de temps à construire cette base email, je ne veux pas enlever des gens, je veux au contraire les garder. Et vous, quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça merveilleux, tu m'as dit, non mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des campagnes de réactivation de nos lecteurs, receveurs inactifs. Est-ce que tu peux m'en parler parce que je trouve ça génial?
Oui, bien sûr. Alors, on part de la marque, évidemment, et de son ADN pour mettre en place souvent des jeux pour réactiver, des mécaniques de réactivation, souvent en essayant de faire gagner un produit de la marque, un produit ou un service, en fonction évidemment, et on profite de cette mécanique pour poser une ou deux questions à la personne pour la qualifier, pour la requalifier, pour lui poser la question, dans le cas d'Aven, quel est son type de peau, quelle est sa date de naissance, parce que ils ont des produits en fonction de l'anti-âge, l'hydratation, l'éclat, on n'a pas les besoins des mêmes bénéfices suivant notre âge, donc dans le cas d'Aven, on va poser ces questions-là, dans le cas d'une autre marque, on posera d'autres questions, sur de la mode, on va peut-être poser la taille, les produits préférés, etc., etc. L'idée, c'est que on va l'inciter à revenir par un jeu, donc de quelque chose de ludique. On va lui poser 2-3 questions et on va tenter de lui faire gagner un produit qui lui plaît. Et ça fonctionne très bien. Ça paraît évident, mais ça fonctionne vraiment très bien. Et au-delà de l'emailing, donc ça c'est des mécaniques qu'on peut mettre en place par email. On va envoyer un email, on va le renvoyer vers un mini-site, on va récupérer cette information, on va l'intégrer dans la base de données. On peut le faire également en social. Au sein de l'agence, on a une entité qui s'occupe de tout ce qui est social et on fait du social CRM. C'est-à-dire qu'on va être capable d'aller charger les personnes qui sont dans notre base de données sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux, ça peut être Meta, mais ça peut être LinkedIn, ça peut être Pinterest, etc. Pour les exposer, ces personnes qui n'ouvrent plus les emails, puisqu'ils sont plus dans Gmail, ils sont plus dans Yahoo, ils vous ouvrent plus là, d'aller les chercher là où ils sont. Parce qu'on sait tous qu'on est sur Meta, on est sur LinkedIn, on est sur Pinterest, etc. avec le même message. Ce que vous pourriez retrouver dans l'email, vous allez le retrouver en pub sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, etc. La personne, quand elle clique, elle est redirigée vers notre mini-site, on va lui poser les 2-3 questions dont on a besoin, et ensuite on va intégrer ces données de qualification en base. Ce qui nous a permis de la réintégrer dans un processus où elle est engagée, où elle est dynamique, et du coup de lui renvoyer des messages derrière. Alors attends, et ça fonctionne très bien. C'est une stratégie super intéressante. Je reprends pour être sûre que j'ai bien compris comment vous faisiez. Tu identifies dans ta base email des personnes qui n'ouvrent plus, qui sont pas actives, qui n'ont pas agi depuis un certain temps, j'imagine. Tu les identifies. Tu as donc leur adresse email de fait puisqu'ils font partie de ta base email. Tu vas prendre cette adresse email et tu vas la charger par exemple sur ton compte Facebook en te disant pour te connecter à Facebook tu as besoin d'une adresse email. Alors bien sûr les personnes peuvent avoir plusieurs adresses email mais un nombre conséquent de personnes va utiliser cette même adresse email et en fait tu vas faire matcher les adresses email et tu vas dire à Facebook envoie tel message. On parle de publicité là, très Exactement. clairement. Envoie tel visuel publicitaire sur le compte de cette personne qui se connecte sur Facebook avec cette adresse email. Et ça va te permettre, en fait, c'est un système de retargeting finalement, mais un tout petit peu différent, mais ça te permet de te rappeler au bon souvenir finalement de la personne, de l'emmener vers de la qualif, ce que tu disais, c'est-à-dire d'aller segmenter au mieux pour pouvoir lui envoyer des messages plus intéressants. Et comme tu t'es rappelé au bon souvenir et qu'en plus les messages sont plus intéressants pour cette personne, tu as une plus grande proportion de gens qui va aller rouvrir les mails et réengager avec la marque. Et puis après, tu as ceux qui sont pas intéressés, n'ont pas envie. Et puis là, ceux-là, qu'est-ce que tu en fais? Tu les sors de la base? Comment est-ce que tu fais? Alors on essaye une ou deux fois encore de les recapter, puis on met en place en général un parcours automatisé avec différents stades et différentes communications qui vont être très différentes. Une plutôt produit, une plutôt servicielle, une vous nous manquez. Donc, on teste différents leviers et si vraiment au bout du process la personne n'est pas intéressée, alors on arrête de lui écrire. Okay, mais on la prévient, en général on la prévient. On lui dit c'est notre dernier message, si vous ne souhaitez plus les recevoir. Alors, ce sera le dernier. Ça marche très bien. En tout cas, moi, c'est ça que j'utilise aussi, le dernier message. Je vais donner un twist. Je crois que je l'ai déjà donné dans un email. Alors, je te le donne. Je sais pas si tu fais ça. Moi, ce que je fais, c'est je dis pas on va vous supprimer de la base email. Je mens un tout petit peu. Je dis je vous ai supprimé de la base email. Et en fait, alors les personnes qui sont contents, qui avaient plus envie de recevoir l'email, ils se disent super, comme ça, j'ai pas de travail à faire. Et effectivement, s'ils ne réagissent pas, je les supprime de la base email. Faut faire ce qu'on dit quand même. En revanche, il y a certaines personnes qui se disent mais attends, mais moi je voulais pas du tout être supprimée en fait. Effectivement, j'ai pas ouvert d'email parce que X raison, mais en fait je veux continuer à les recevoir. Et en général, ces personnes-là, le fait d'écrire je vous ai supprimé, ça réveille un truc et ils ouvrent l'email. Et après, tu peux traquer assez facilement effectivement les personnes qui ont ouvert, qui ont cliqué. Il y a plein de façons d'aller segmenter tout ça, mais tu sais que ces personnes-là, tu peux les réintégrer assez facilement. Ça marche assez bien de passer. C'est un petit mensonge, mais c'est un gentil mensonge, donc ça va.
C'est une bonne idée. Si je peux donner un autre conseil aux gens qui te suivent, donc cette technique d'aller onboarder, donc ça s'appelle du CRM onboarding, d'aller charger la base CRM sur un réseau quelconque pour que la personne soit exposée à un message, ça marche pour les inactifs, mais ça marche pour tous les types de populations. Et on peut aller bien au-delà. Aujourd'hui, nous, on s'en sert pour plein d'autres sujets. Quand il y a un grand lancement et qu'on veut que 100% des gens soient exposés à un message, on peut les charger. Si c'est votre anniversaire et qu'on veut vous proposer un cadeau, un message, quelque chose à venir chercher en magasin, on peut aussi les exposer sur les réseaux. Quel que soit le message, on peut aller les charger. Mais je parle de méta, mais ça peut être aussi également en programmatique. Ça fonctionne de la même manière en programmatique. Et ça permet du coup d'étendre l'audience et de se dire, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à collecter de la donnée. Aujourd'hui, j'ai une grande base de données, mais j'en ai qu'une partie qui ouvre mes emails. C'est pas perdu. Vous pouvez aller la charger et l'exposer en programmatique, en social media. Ça fonctionne tout aussi bien. Super bien. Et ça marche très très bien aussi avec les gens qui d'ailleurs ouvrent les emails parce qu'on le sait, d'être confronté à un message sur plusieurs endroits différents, ce qu'on appelle les touchpoints en marketing, d'avoir plusieurs touchpoints, c'est-à-dire de recevoir un email puis de voir, tiens, le même message sur Facebook, tiens, le même message sur, je sais pas, sur un podcast, tiens, le même message sur LinkedIn. Ça dit au cerveau, ce message est vrai, ce message est juste, ce message a de l'importance. On le sait, d'entendre plusieurs fois sur des sources différentes. Je ne dis pas de répéter au même endroit, mais sur des sources différentes, ça a un véritable impact. Donc très très intéressant cette stratégie d'onboarding de la base sur d'autres médias. Et ça permet même d'aller recruter des nouvelles personnes. Si vous chargez vos contacts les plus intéressants je prends le cas de Meta, vous pouvez aller chercher des lookalikes, des gens qui auront le même profil, de se dire, voilà, j'ai chargé mes meilleurs clients, je vais essayer de trouver ceux qui ressemblent le plus à mes meilleurs clients pour en faire des nouveaux clients, voire de faire de mes clients des ambassadeurs. Et donc là, c'est une stratégie extrêmement vertueuse, c'est-à-dire que on est parti de l'email, mais au-delà de la boîte mail, pour aller les charger en social, pour aller trouver des gens qui ont le même profil, pour aller les recruter, et de nouveau en faire des acheteurs et des ambassadeurs. Donc c'est un cercle qui peut être très vertueux. Génial, j'adore cette idée. En plus, ils vont finir sur la base email et l'histoire ne s'arrête jamais. J'adore cette idée. Merci beaucoup Céline, tu nous as donné plein d'infos. Puis alors sur l'emailing, moi je suis ultra fan de toutes ces infos. Je vais essayer de résumer tout ça. Attention, il y a pas mal de choses. Premier élément que je trouve ultra important, c'est de dire il faut à un moment donné se poser, regarder ce qui est fait sur notre base email et regarder quelle est, alors tu nous parles de tone of voice, de message, de voir comment est-ce qu'on raconte les choses. Et ce que tu dis, c'est bien sûr que par email, on peut vendre, on est quand même là pour vendre des choses, mais on n'est pas obligé d'utiliser l'email, de ne parler que pour vendre. On peut raconter d'autres choses. Ça va nous permettre de créer cette relation finalement de confiance qui est si importante entre une marque et son consommateur. Donc là, c'est ce que vous avez fait avec Aven et notamment vous avez créé des rendez-vous. Tu nous as parlé de ce rendez-vous en début de mois que tu appelles en coulisses où on parle, moi j'aime beaucoup cette idée où ce sont les chefs de produits, les gens qui travaillent pour Aven en fait et qui donnent leur avis à eux de connaisseurs finalement puisque bien évidemment que eux connaissent les bons produits, donc super intéressant d'avoir le bon plan du chef produit de la marque, super intéressant. Et puis tu nous dis on a un autre rendez-vous, ça va être le produit chouchou. Là pour le coup on sort de la marque, c'est qui est-ce qui les utilise, qu'on connaît peut-être, qui va peut-être nous influencer finalement, c'est super intéressant. Ce que tu dis c'est que en fait ce qui est important c'est de faire aimer cette marque avant de vendre, c'est de créer cette véritable relation et ça va être beaucoup plus facile derrière d'avoir des messages commerciaux parce qu'encore une fois on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de messages commerciaux mais avant ça le mieux c'est d'aller créer cette véritable relation. Et puis ce que tu nous dis aussi, c'est c'est bien beau d'avoir des messages et de raconter des choses, mais enfin, on ne sait pas finalement si ce message c'est le bon. On le saura jamais 100% en marketing. Si on le savait, on serait tous milliardaires, c'est pas la question. Mais il n'empêche qu'on peut quand même aller regarder les choses. Et toi, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut faire des tests, ces fameux A/B tests. Donc on peut envoyer, quand on a un bon gestionnaire de base email, on va pouvoir envoyer un même email, deux emails, séparés à la base. C'est-à-dire, par exemple, si on a 10 000 personnes sur une base, 5 000 personnes vont recevoir l'email avec un titre, et puis les 5 000 autres vont recevoir le même email, mais avec un titre différent, et on va pouvoir venir comparer les stats pour voir quel email fonctionne le mieux. Et ce que tu nous dis, c'est qu'il faut absolument tester. Il faut tester un paramètre
à la fois, parce que sinon, on ne sait pas ce qui va être utilisé. Et puis, il faut se servir de ces tests pour qualifier notre base et la segmenter de façon après à pouvoir envoyer des mails qui sont plus appropriés pour chacune de ces personnes. Et ce que tu nous dis aussi, et je trouve ça vraiment intéressant, c'est de dire faut pas hésiter à mettre de côté. Ça n'est pas grave de ne pas envoyer un email à absolument tout le monde. Si absolument tout le monde ne correspond pas à l'email, bien sûr que on prend un petit risque. Il y a peut-être une ou deux personnes qui finalement auraient été intéressées, mais dans la majorité c'est pas le cas et c'est comme ça qu'on va créer la relation. Et finalement le plus important ici, c'est de créer cette fameuse relation. Et puis tu nous as parlé de réactivation d'inactifs, ceux qui finalement sont pas intéressés, qui n'ouvrent pas nos emails. Toi tu nous dis mais non, mais faut pas les supprimer tout de suite, faut d'abord essayer de les réactiver. Alors on peut les réactiver en leur proposant des petits jeux concours, des choses un peu sympas qui vont les faire réagir. On va en profiter pour qualifier bien sûr dans ces cas-là. Et puis ceux que ça ne fait pas réagir, ou même si ça les fait réagir d'ailleurs, pourquoi pas, on va pouvoir les travailler entre guillemets à différents endroits, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est sur la base email qu'on est obligé de rester sur la base email. Et je trouve que cette idée est vraiment super intéressante. Dès lors qu'on a une base email, de fait, on a l'email de la personne et l'email, c'est justement l'identifiant sur les réseaux sociaux. Donc on va pouvoir aller charger notre base email ou une partie d'ailleurs de la base email sur un réseau social, celui de votre choix, par exemple sur Facebook, mais ça peut être un autre, d'aller le charger et de venir proposer un visuel publicitaire, payant, à cette personne de façon soit à se rappeler à son bon souvenir, soit lui proposer un message, soit même, tu le disais, pas uniquement sur les personnes qui ne réagissent pas à nos emails, mais lors de temps forts, on va pouvoir aller proposer le message à plusieurs endroits différents, notre email, des réseaux sociaux et d'autres endroits. Donc c'est vraiment une stratégie super intéressante. Tu disais même qu'on va pouvoir créer un cercle vertueux parce qu'une fois qu'on a utilisé notre base de données sur les réseaux sociaux, l'algorithme commence à comprendre qui est-ce qui est intéressé par notre produit et va pouvoir aller chercher ce qu'on appelle des lookalikes, c'est-à-dire des personnes qui vont ressembler aux personnes qu'on a précédemment ciblées. Donc on va faire grossir notre visibilité, notre base de données et notre base email in fine. Donc c'est ultra vertueux. J'ai essayé de dire le maximum de choses de ce que tu nous avais dit pendant cette demi-heure. Merci beaucoup Céline de tous ces conseil ultra, pour le coup, c'est ultra activable. J'adore ça. Moi, je crois que je vais foncer pour aller regarder ma base email et voir ce que je peux faire sur les réseaux sociaux. Je le fais de temps en temps, mais je le fais assez rarement et je me dis que c'est une bêtise. En fait, on peut le faire beaucoup plus souvent que ça. Merci beaucoup, Céline. Si on veut en savoir plus, si on veut comprendre comment vous fonctionnez chez Avent Media, comment est-ce qu'on peut travailler avec vous peut-être, ou même si on a peut-être des questions à te poser, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi. Alors, Avent Media, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou sur LinkedIn en cherchant Avent Media Group All-in sur LinkedIn ou Avent Media. On pourra te donner, Estelle, je pourrais te donner des liens, des URL pour pouvoir nous retrouver ou la page CRM. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Si je peux rajouter juste un élément, au sein de l'agence Avent Media, notre cœur de métier, c'est vraiment la data. Donc, on travaille la donnée sous tous ses aspects. Donc, on peut aider des clients à la fois dans une stratégie de conquête, de trouver des nouveaux contacts, des emails opt-in. Ensuite, on va aller travailler sur la partie fidélisation. Et donc là, c'est mon métier, tout ce qui va être fidélisation, réactivation, enrichissement, connaissance client. Et puis, on a toute une brique social média, programmatique, avec différentes entités, voire influence au sein du groupe. Donc vous pouvez nous retrouver globalement sur notre site et sur LinkedIn. Génial. Évidemment, je mettrai tous les liens sur les notes de cet épisode, donc n'hésitez pas à contacter Céline pour en savoir plus et aller creuser tous ces éléments. C'est passionnant et surtout, il y a plein de choses à faire. Et surtout, dites-vous bien que si une grande marque comme Aven avait un problème d'engagement, parce que c'était véritablement le cas sur ses emails, c'est pas étonnant que vous en ayez aussi, et on peut changer les choses. C'est pas parce qu'on a une base qui est pas super active, qui bouge pas, qui finalement n'apporte pas grand chose, que ça doit rester comme ça. Au contraire, ça se travaille, et en travaillant, on peut avoir des résultats qui sont assez phénoménaux. Donc allez-y, allez creuser ce sujet. Merci beaucoup Estelle. Mais merci à toi, tu reviens quand tu veux Céline sur le podcast du marketing. Avec plaisir, à bientôt alors. Merci infiniment Céline pour tous tes bons conseils. J'adore
Les emails, c'est vraiment mon truc, l'emailing. Mais là, pour tout te dire, mon cerveau est en ébullition. Je suis en train de penser A/B test. Je suis en train de penser stratégie de réactivation d'inactifs. J'ai envie d'aller sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et de faire plein de choses. Donc, bravo, merci pour cet épisode. C'est vraiment super intéressant d'avoir en fait des idées nouvelles, des choses à faire pour transformer notre base email et puis qu'elle soit ultra active, qu'on en tire le meilleur profit. C'est beaucoup de boulot de monter une base email, d'écrire des newsletters, donc autant que ça nous serve au mieux et que ça serve bien sûr les personnes qui reçoivent ces emails parce que rappelons-le, s'ils reçoivent nos emails, c'est parce qu'ils l'ont demandé, c'est parce que ça les intéresse. Donc le travailler sa base email, c'est finalement répondre à la demande de nos clients. Merci encore Céline de nous avoir aidés dans ces stratégies pour nos emails, pour notre base emailing. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en savoir plus, rejoignez ma base email justement, les près de 10 000 personnes qui reçoivent aujourd'hui ma newsletter. Pour le faire, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com/newsletter. Vous recevrez en général un email par semaine dans lequel je vous parle évidemment du podcast du marketing, de l'épisode ou des épisodes de la semaine et puis je vous donne tous mes bons plans, je vous parle des coulisses de l'épisode, il y a plein de choses qui ne sont que pour les personnes qui reçoivent la newsletter, donc le podcast du marketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.